1913, c'est la référence permanente, c'est la pierre angulaire, c'est sinon le départ de tout, puisqu'en fait la protection des monuments historiques en France, elle remonte avant 1913 à l'action de Mérimée, de Ludovic Vitet, de Viollet-le-Duc ensuite, au milieu du 19e siècle. Mais enfin, en tout cas, la loi de 1913, c'est vraiment la prise de conscience que plus d'un siècle après la Révolution, quelques années après la formidable mutation que la séparation des églises et de l'État a introduite au niveau du patrimoine religieux, il fallait que la République se dote d'un corps de règles qui manifeste son attachement au patrimoine et qui assure la sauvegarde de celui-ci au travers des soubresauts de l'histoire. La loi de 1913, en réalité, au cours de son siècle d'existence, n'a jamais cessé d'être retouchée, reprise, enrichie. Aujourd'hui, si une évolution devait se faire sentir, ce sera certainement pour arriver à prendre en compte l'ensemble des attentes de la population, non moins fortes que celles qui tournent autour des monuments historiques et du patrimoine, mais qui portent sur la protection de l'environnement, sur les économies d'énergie, le problème de l'épuisement des énergies non renouvelables, et également aussi sur le fait que la ville doit être repensée, qu'il faut répondre à des besoins toujours nouveaux de logement, de services publics, d'infrastructures, et est-ce que, au fond, lorsque le patrimoine est là, ça ne va pas être un obstacle à la prise en compte de ces besoins. Les interactions, elles sont nombreuses. Donc on les a présentées ce matin, notamment par rapport à la naissance du tourisme, puisque le tourisme s'est beaucoup appuyé sur le MH pour pouvoir se développer, en termes d'avènements notamment au 19e siècle, où dans l'imaginaire touristique, le monument historique, on le retrouve régulièrement à travers la carte postale, à travers les carnets de souvenirs, notamment des voyageurs, et notamment aussi à travers les affiches, les premières affiches des chemins de fer qui utilisaient généralement l'emblème du monument historique pour pouvoir valoriser un territoire, une région. On peut s'apercevoir qu'un certain nombre de lieux, avant de devenir monument historique, étaient déjà pratiqués par des visiteurs, par des voyageurs, au départ des pèlerins qui sont ensuite devenus des voyageurs, des amateurs. On retrouve notamment pour le Mont-Saint-Michel avec Victor Hugo, avec Prosper Mérimée. Le premier monument historique du Mont-Saint-Michel, c'est 1840. Et avant 1840, il y avait déjà beaucoup de pratiques des lieux. On le retrouve pour des monuments plus emblématiques comme la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui, dès 1889, connaît une forte mise en tourisme avec 1 900 000 visiteurs, et qui est véritablement devenu monument historique à partir de 1964, donc beaucoup plus tardivement. La plupart des labels aujourd'hui touristiques, un certain nombre de labels touristiques en tout cas, s'appuient nécessairement justement dans le cadre de leurs critères de sélection sur la notion de monument historique. Je pense à des réseaux comme les petites cités de caractère, mais on le retrouve également dans des réseaux comme Ville d'art et d'histoire. On aurait du mal à imaginer un label national type Ville et Pays d'art et d'histoire sans la présence sur le territoire de monuments historiques. Donc la notion de MH aujourd'hui est notamment un élément dynamique justement pour pouvoir valoriser tel ou tel sujet, telle ou telle promotion. On le retrouve dans des labels de promotion type notamment dans l'hôtellerie, dans l'hébergement, où le fait qu'un château qui va notamment développer de l'hébergement touristique en demeure privée, sera d'autant plus valorisé que le site sera reconnu comme monument classé ou monument inscrit. Donc c'est une plus-value, un faire-valoir en tout cas important. Je pense qu'il y a d'abord une raison symbolique. Effectivement, dans notre tradition française, la protection au titre des monuments historiques, c'est une forme de consécration
forme de consécration d'édifices qui sont reconnus comme faisant partie de l'histoire, faisant partie de la mémoire, faisant partie aussi de la création architecturale et esthétique. Or, pour l'instant, donc, il y a très peu de choses protégées dans ce qu'on peut appeler les HLM, hein, pour résumer les choses, à savoir le logement social de la deuxième moitié du XXe siècle, alors qu'il y a eu des architectes de renom qui sont intervenus, alors que cela représente une phase importante de l'urbanisation et de l'architecture, hein, au cours de laquelle il y a eu effectivement des théories qui se sont appliquées, qu'on peut aujourd'hui regarder avec un esprit critique, évidemment. On pense en particulier donc à la Charte d'Athènes, on pense en particulier à la pensée de Le Corbusier, à la pensée des modernes. Mais toujours est-il que cette pensée des modernes, qui s'est incarnée de manière plus ou moins réussie, hein, souvent de manière effectivement répétitive et de médiocre qualité parce qu'il fallait faire vite, il n'empêche que cette pensée, elle a parfois donné d'abord des résultats de qualité et qui font partie de notre histoire de manière très forte, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les châteaux, les bâtiments publics, les espaces un peu prestigieux qui soient reconnus. Je pense qu'effectivement, il y a un droit au patrimoine peut-être aussi de populations qui ne font pas partie des élites, qui sont plutôt des catégories populaires, et un droit au patrimoine d'espaces périphériques, hein, de communes de banlieue ou de quartiers périphériques, dans lesquels se situent un certain nombre d'édifices emblématiques, voire d'ensembles de qualité. Je pense qu'à Angers, on a un très bel exemple. C'est la cité Calouine, hein, près de Montplaisir. Et là, effectivement, je pense qu'on a un dossier qui est bien connu dans l'histoire de l'architecture et mériterait d'être un monument historique. Il y en a du point de vue des gestionnaires, hein, évidemment, de ces ensembles, les bailleurs, comme on les appelle. Il y en a du point de vue des élus, quand ils portent avec les bailleurs sociaux des projets dits de rénovation urbaine. Parce qu'effectivement, cela représente pour ces acteurs du territoire des contraintes, incontestablement, hein, puisqu'on ne pourrait pas démolir facilement, ou on ne pourrait pas démolir du tout, on pourrait, disons, moins aisément transformer, faire évoluer ces quartiers d'habitat social. Alors, moi je pense que pour des éléments très forts, il faut sacrifier en quelque sorte les logiques d'adaptation. On conserve bien des châteaux avec parfois les difficultés à les chauffer. Hein, pourquoi pas quelques éléments d'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis pour des ensembles peut-être plus, moins exceptionnels, pourquoi pas se donner la possibilité dans le cadre d'AVAP, d'aire de mise en valeur de l'architecture du patrimoine, un certain nombre de règles souples qui permettraient aussi d'adapter le logement social sur le plan énergétique par exemple. Hein, l'isolation est un élément très important. Voilà, donc je pense qu'on peut, avec certains outils, limiter les risques. Moi, il y a une chose qui m'étonne franchement, c'est toujours cette antinomie qu'on a voulu attacher à d'une part la question de l'aménagement et de l'urbanisme et d'autre part la gestion du patrimoine et à sa promotion et à sa conservation. Moi, j'œuvre dans un domaine qui est le domaine urbain. Je n'œuvre pas dans le domaine monument historique. Donc la problématique est totalement différente puisque la ville se constitue sur elle-même. Elle n'a pas de fin, la ville. Donc il n'y a pas d'antinomie avec un projet urbain. Au contraire, le projet urbain peut valoriser également, pour peu qu'il respecte le vocabulaire, la grammaire du centre ancien, il peut valoriser et perpétuer justement la tradition du centre ancien. Évidemment, je n'irai pas jusqu'à la rénovation urbaine des années 60, vous le comprendrez très bien, qui a complètement cassé le dispositif traditionnel de fabrication de la ville, puisque c'est antinomique à la notion d'îlot, à la notion de continuité urbaine, à la notion de vélum, etc. Mais on ne oppose pas qualité patrimoniale, protection, conservation, mise en valeur patrimoniale à projet urbain dans mon domaine. Au contraire, on compose avec le devenir respectueux, bien évidemment, du centre ancien des quartiers historiques. Il n'y a donc pas pour nous d'antinomie, au contraire.
D'abord, qu'est-ce qu'on appelle moderne? De tout temps, il y a eu des modernités qui ont essayé de s'installer dans les... Moi, je suis un peu spécialiste des centres anciens. C'est vrai que dès lors où, par exemple, on admet la circulation automobile alors que les centres anciens ne sont pas faits pour, il y a forcément là, effectivement, friction. Et on se demande jusqu'où aller ou jusqu'où ne pas aller dans l'admission de l'automobile, par exemple, des questions de stationnement, de circulation, etc., dans des centres anciens. Hein. Le problème, c'est de canaliser. Le problème, c'est de respecter toujours. Mais à un moment donné, on ne peut. C'est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Plus on admet d'automobiles, plus il faut en admettre, etc. Donc à un moment donné, il faut bien mettre un point d'arrêt à un processus qui est sans fin, sans fond, j'allais dire même pratiquement, puisqu'on ne pourra pas assumer tout cela. Hein. Donc c'est tous ces enjeux de modernité qui à chaque fois se télescopent, au moins dans un premier temps, avec effectivement la protection et la conservation du patrimoine urbain, cette fois-ci, on est d'accord. Mais rien ne prouve qu'on ne peut pas essayer de se projeter dialectiquement vers un dépassement de ces questions-là. Moi, je connais un certain nombre de villes qui ont favorisé les transports en commun, bien évidemment, pour éviter effectivement la pénétration d'automobiles, avec des circuits spécialisés. Regardez le développement des tramways, par exemple, effectivement dans les centres anciens, qui nous pose problème, certes, d'une certaine manière, mais qui peut aider à valoriser effectivement le milieu urbain lui-même. Alors, j'avais dit que je ne citerais pas d'exemple, mais il y en a au moins un, et je ne peux que le citer, parce que l'année dernière, nous avons fait le colloque du cinquantenaire de la loi Malraux dans cette ville-là, c'est la ville de Bordeaux, avec son tramway qui est absolument une réussite formidable, qui a permis en même temps de restructurer un peu les espaces publics, de les embellir. C'est parce qu'on est en secteur sauvegardé, je tiens toujours à le rappeler, qu'on a pu avoir cette avancée, effectivement, d'un tramway nouvelle génération. L'intégration de ces nouvelles fonctions, etc., pour nous, est presque un challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt qu'un combat à mener qu'il faudrait soi-disant gagner, mais ça n'a aucun sens. Donc la ville, c'est aussi la modernité quand même quelque part. Et c'est pas parce qu'on le protège au titre d'un secteur sauvegardé, par exemple, qu'on refuse toute modernité, bien évidemment pas. Et notamment, par exemple, par rapport à l'insertion de l'architecture contemporaine dans ces centres anciens. On ne réfute pas l'idée que la ville aussi progresse par ses architectures. Et la ville s'est faite de tout temps par une succession d'architectures, précisément. Pourquoi arrêter la ville à un moment donné? Ça n'aurait pas de sens.